Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce 5e Café Connecté, le dernier de l'année 2020. Ravi de voir qu'il y a toujours des habitués qui reviennent et qui continuent à venir nous voir sur les Cafés Connectés. Alors, pour rappel, on va découvrir 2 startups. Cette fois-ci, c'est 2 startups toulousaines qui nous sont présentées par Bureau & Co. Et elles vont être challengées par 2 expertes montpelliéraines, 2 expertes amies des alumni IAE et de l'IAE Startup Lab, donc avec Bureau & Co, les 3 organisateurs de cet événement. Les startups, on aura l'occasion de les voir se présenter, puisqu'elles auront chacune leur tour 5 minutes pour se présenter avec Bastien Michaud et Rodolphe Acéré. Mais avant tout, je vais vous présenter les deux expertes. Merci beaucoup Cécile Clément d'être venue, d'être là. Cécile, en quelques mots, très simplement, depuis que l'innovation existe, tu es là, puisque après une double formation scientifique et en management de l'innovation, en 99, tu as intégré l'Institut Pasteur. Tu as vu le premier incubateur de Loi Allègre sortir justement à l'Institut Pasteur. Et à ce moment-là, tu t'occupais déjà du transfert de technologie entre la recherche et le privé. Et en 2007, tu as intégré le BIC. Donc, tu es actuellement au BIC. Tu es chargé d'affaires accompagnement des entreprises innovantes. Tu t'intéresses à tous les domaines d'activité des startups, mais notamment, tu es plus spécialisé dans le coaching sur la levée de fonds auprès des VC et du capital risque. Et si on peut un peu citer quelques boîtes que tu as accompagnées ou que tu accompagnes aujourd'hui encore, il y en a des qu'on connaît très bien, comme Swile, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, Expernova ou encore une plus récente, Agilitation, qui propulse l'acception et qu'on voit de plus en plus sur plein de sites internet différents, notamment pour la RGPD. Donc, l'accompagnement, tu connais, c'est quelque chose que tu maîtrises et on va pouvoir profiter de tes lumières. Aujourd'hui, en tout cas, Bastien et Rodolphe vont pouvoir en profiter. Amandine Reynaud, alors toi, tu es spécialisé food, tu as 2 blogs food, tu es impliqué fortement dans l'univers de la food tech au niveau régional et tu es en plus responsable de la Mêlée à Montpellier. Donc la Mêlée, c'est un réseau associatif qui accompagne la transformation digitale en Occitanie. Merci beaucoup aussi d'être là. Alors, les cafés connectés, il y a une routine, il y a une habitude maintenant depuis le premier. C'est un challenge qu'on me lance, c'est à savoir trouver une anecdote sur le café avant de lancer justement les pitchs. Et donc là, j'en ai trouvé une toute chaude, comme le café. La semaine dernière, il y a une artiste saoudienne donc, qui s'appelle Oud Abdallah Al-Malki, en fait, qui est rentrée dans le livre des records. Alors, d'une part, c'est la première saoudienne à être seule dans le livre des records, comme femme seule dans le livre des records en Arabie Saoudite. Et quel est le lien avec le café? En fait, elle a fait un tableau réalisé avec du café en poudre périmée. Mais alors, pas n'importe quel tableau, c'est un tableau qui fait 220 mètres carrés au sol et qui a été fait avec 4,5 kg de café et d'eau. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, je vous laisserai aller chercher sur Internet. Un tableau au sol de 220 mètres carrés, c'est quand même impressionnant. Donc, voilà, c'était la petite info du jour, la petite anecdote. Je te propose, Rodolphe, de préparer ton écran, le temps juste que je rappelle un peu le principe de l'événement et comme ça, on pourra rentrer dans le vif du sujet, les startups. Le rappel, donc là, Rodolphe, tu vas avoir 5 minutes pour présenter l'agence e-sport et après, Amandine et Cécile vont pouvoir te challenger sur 20 minutes et bien sûr, le public, vous pouvez converser, vous pouvez poser des questions dans la section converser de Zoom pour que Julie de Bureau & Co puisse les dire et comme ça permettra d'alimenter le débat et de pouvoir avoir des remarques et de pouvoir peut-être continuer à faire progresser l'agence e-sport que Rodolphe va nous présenter. L'e-sport, quelque chose qui est peu connu en France, qui est déjà bien développé à l'étranger et on va avoir beaucoup plus d'informations aujourd'hui. Allez, est-ce que Jessica est prête pour le chrono? Et oui, bien sûr. Allez, Rodolphe. J'attends ton compte à rebours, Jessica. Allez, Rodolphe, quand tu veux, 5 minutes. Je lance le chrono quand tu commences à parler. Bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir de vous présenter l'agence e-sport. Merci de nous recevoir au Café Connecté. Gardez en tête pendant toute la présentation que nous, on vient challenger nos modèles économiques.
Donc, à chaque fois, posez-vous la question de si on fait bien les choses, comment on pourrait l'améliorer, comment on pourrait le consolider, s'il vous plaît. Premièrement, la chose la plus importante pour moi, c'est l'équipe. Donc, on est quand même une bonne douzaine de personnes à travailler. Je retiendrai quelques profils. Vous voyez, il y a Thomas qui est aussi ici, qui travaille chez Atos. On a l'ancienne directrice marketing communication du groupe Mercedes-Benz, côté France. On a l'ancien seul et unique distributeur de la PlayStation 1 et 2. Beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. En fait, c'est vraiment la sève de notre équipe. On pourra s'épancher un peu plus tard, si besoin. Nous, on est basé sur une opportunité qui est l'opportunité de l'e-sport. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un marché mondial l'année dernière qui pesait 1 milliard d'euros. D'ici 10 ans, c'est un marché qui pèserait 10 milliards d'euros. Donc, on va faire x10 en 10 ans. Là-dessus, pour vous donner un ordre d'idée des inégalités d'un point de vue pays et d'un point de vue territorial, un contrat de sponsoring en Corée du Sud, on va dire un gros contrat, c'est 40 millions d'euros. Ces 40 millions d'euros, c'est le marché annuel français l'année dernière. Donc, en fait, on est quand même très déséquilibré au niveau monde et ça va exploser. Les planètes sont en train de s'aligner. En France et en Europe, l'e-sport va exploser dans les 3-4 prochaines années et c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Une cible principale qui peut être intéressante là-dedans, ce sont les millennials, c'est-à-dire les personnes nées après les années 2000 qui arrivent sur le marché du travail. L'e-sport est un outil de rétention pour les entreprises, un outil d'acquisition. Bref, c'est oui, il y a du fun, mais on peut le regarder d'un point de vue business. C'est pour ça qu'on a créé l'agence e-sport dans le but de rapprocher les entreprises spécialisées des entreprises non spécialisées dans le domaine. Nous, le but, il est simple. C'est pour une société lambda, pouvoir les accompagner à appréhender ce nouveau marché complexe et pourtant rempli d'opportunités. Accompagner les collaborateurs à s'épanouir et également pour les sociétés, améliorer leur marque employeur, leur image de marque, que ce soit en interne ou à l'extérieur. 3 piliers fondamentaux à retenir. Le premier qui est la création d'emplois. On est associé avec le Village by CA et on a un incubateur qui accompagne à l'heure actuelle 4 startups sur Toulouse. Si je parle d'un point de vue finance, cet incubateur ne nous rapporte rien. C'est juste un échange de bons procédés. On a accès à des services du village et on peut incuber des startups. Donc, ça ne nous rapporte rien, ça ne nous coûte rien, en quelque sorte. Deuxième pilier, le club business. Le club business, c'est un club qui regroupe toutes nos entreprises adhérentes et qui permet de faire du réseau et de les accompagner. Le troisième, formation, sont plus des formations à la carte pour accompagner les entreprises, même les écoles et universités dans le milieu de l'e-sport. Modèle éco. On a 2 types de modèles éco, les adhésions d'un côté, les prestations un peu plus à la carte de l'autre. Sans transition, concernant les adhésions, on a des packs. Vous avez chaque colonne, c'est un pack différent qui a des contreparties. L'adhésion en tant que telle, c'est le fait de rejoindre le club business. C'est-à-dire qu'on fait des communications conjointes, vous participez aux travaux de l'agence e-sport, on vous donne accès à tout un patrimoine documentaire sur le marché de l'e-sport au niveau français, européen, mondial. On co-organise des événements. Bref, une adhésion simple et l'animation d'un club simple, si je puis dire. Les 3 autres packages, c'est vraiment des partenariats un peu plus engageants, hein, avec un accompagnement à la stratégie e-sport, avec la formation des dirigeants, des forums ensemble, et un petit peu comme vous avez dans le football la Ligue 1 Uber Eats, on peut aussi sponsoriser et nommer, brander au nom des entreprises des events internes. D'un point de vue prix, vous avez l'adhésion qui dépend de la taille de l'entreprise, qui va entre 150 et 3 000 euros, et ensuite les différents packs qui vont de 10 à 40 K. Pour les formations à la carte, on fait beaucoup de choses. Très classiquement de l'apport d'affaires, c'est-à-dire vous avez vous ramenez du business, vous prenez un pourcentage de commission. Ensuite, on co-organise des événements. Ce soir, par exemple, on organise une conférence sur les femmes au sein de l'industrie vidéoludique. Tout ça, ce sont des outils qui nous servent de canaux d'acquisition pour ensuite aller prospecter des nouvelles personnes, entre autres. Le futur. Alors, aujourd'hui, on est une association. Demain, le but, c'est qu'on crée une holding et que l'association soit un des bras armés de cette holding. Donc, il y a quand même un but derrière de créer des sociétés. Le Village by CA, pourquoi pas imaginer quelque chose de national et s'étendre sur leur réseau. Dans 2 ans, on va faire un show e-sport au Zénith de Toulouse, en l'occurrence. Donc, c'est vraiment comme un concert, mais côté e-sport. Et pour terminer, parce que ça fait 5 minutes 01, dans 4 ans, un bâtiment va sortir de terre qui s'appelle la Icon Arena et c'est 16 000 m² dédiés à l'e-sport à Toulouse. Et pour partie, l'agence e-sport exploitera ce bâtiment. Merci à tous et à toutes.
et je suis très à l'écoute de vos retours. Merci Rodolphe. Et bravo pour ton petit timing de fin là. Ah bah c'est bon, c'est 5 minutes 02, on finit. Eh ben, super, merci pour cette présentation Rodolphe. Amandine, Cécile, je vous laisse la parole. Hein. Vous avez des retours, des remarques? Oui. Merci pour votre présentation, Rodolphe. Est-ce que, avant que l'on attaque direct le modèle économique, vous pouvez me repréciser depuis combien de temps vous travaillez dans cette association? C'est quoi son historique? On va souffler notre première bougie dans 2 mois. Donc, ça fait 10 mois qu'on a officiellement lancé l'agence e-sport. Très bien. Vous êtes très nombreux sur la première diapo de l'équipe, mais qui travaille en temps plein dans cette association? Alors, en temps plein sur l'asso, on a Hugo Hurtado, qui est notre directeur général, qui est salarié de l'association. D'accord. Après, on travaille tous sur du temps libre bénévole. Donc, ça dépend des personnes. Pour moi, je consacre à peu près 4 à 5 heures par semaine sur cette tâche. D'accord. Et donc, quel est le lien? Enfin, pouvez-vous me repréciser les liens, parce que je les vois en filigrane tout le long entre le village BASCA, parce que je n'ai pas compris le lien. Est-ce que vous êtes incubé par le village? C'est ça? Non, c'est une sorte de partenariat très classique. Et un partenariat, c'est très abstrait. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, ce qu'on entend par là, c'est que les contreparties, c'est qu'on permet au village Baïséa d'offrir une surcouche entertainment qu'ils n'ont pas encore. En tout cas, s'ils ont des entreprises spécialisées, ils peuvent acquérir les entreprises spécialisées dans l'entertainment, je précise, sur Toulouse, grâce à nous. Okay. Et nous, on vient amener cette surcouche-là sur une phase d'accélération et d'incubation très classique. Nous, on amène juste une surcouche entertainment par-dessus. Et le but à terme, c'est là, par contre, de voir quel type de contractualisation on peut avoir avec eux pour étendre ça au niveau national et européen, puisqu'ils ont, ils ont des villages un peu partout. Et enfin, le lien avec Sopra, qui est tout le long. Le lien avec Sopra, qui est tout le long? Alors, oui. Sopra Steria, c'est la société dans laquelle je travaille. Et le lien qu'il y a, c'est moi. et ça me permet aussi de bêta-tester auprès d'un grand groupe nos idées. Donc, exactement comme peut le faire Thomas, point de vue Atos, on bêta-teste en fait à l'intérieur de nos sociétés directement nos propositions et tout ça. C'est plus, on challenge et on fait aussi participer, on fait venir nos réseaux d'entreprises internes pour animer. C'est transparent avec votre employeur, quoi. Au contraire. C'est très transparent avec notre employeur et même il est parfois question de se dire ok, est-ce que sur un événement vous pouvez investir ou pas? Enfin, c'est très clair. Ok, merci. Je laisse Amandine peut-être et après je reviendrai sur le. Tu nous parles de plusieurs typologies d'adhérents. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur leur répartition aujourd'hui en termes de personnes qui sont réellement adhérents? Oui, alors on a une quarantaine d'adhérents à date. On a une quarantaine d'adhérents à date. Je fais exprès de mettre en fond le pipe d'acquisition pour donner un petit peu l'ordre que ça donne. Ce qu'il faut remarquer sur les adhérents, c'est entre 150 et 3000 euros l'adhésion. Le panier moyen, en fait, il est à peu près à 300 euros. Ça veut dire qu'on a surtout des petites structures qui viennent adhérer. Si ça peut vous aider peut-être pour challenger le modèle économique, mais voilà, on a une quarantaine d'adhérents. Et ensuite, si j'extrapole un petit peu sur le partenariat, ça y est, on a entre signer et rentrer, on va dire, l'argent sur le compte, on a rentré l'argent sur le compte de notre premier partenaire lundi soir. Donc, c'est bon. On a notre premier partenaire en tant que tel. Et ça fait beaucoup de bien d'avoir réussi à contractualiser de bout en bout. Le tuyau d'acquisition pour les partenariats, c'est plus celui-ci, il est un peu plus compliqué à avoir. Hein, on ne parle pas des mêmes sommes. Ça répond, merci. Donc, tout au long de la présentation, donc, tu nous expliques les différentes strates du modèle éco. Par rapport aux prestations, est-ce qu'il y a une partie qui consiste en de l'accompagnement à l'international? Puisqu'on a bien compris qu'il y a un immense marché à l'international qui allait avoir une croissance exponentielle et un marché français qui est pour l'instant tout petit. Alors, on peut imaginer les ambitions des structures françaises. Quel rôle vous avez là-dedans? Alors, il va y avoir deux typologies, où c'est directement une boîte étrangère qui peut demander à être accompagnée.
honnêtement, on ne met pas encore l'effort là-dessus. On se concentre vraiment sur la France. La deuxième typologie, c'est un grand groupe qui veut s'étendre sur une stratégie mondiale, un grand groupe français qui veut s'étendre sur une stratégie mondiale. Et là, ça cale complètement avec ce qu'on a la capacité de faire. Donc, au niveau monde, on va plus partir de la France pour aller vers le monde, plutôt que dans un premier temps, aller chercher des boîtes étrangères. Ok. Alors, pour revenir sur ce modèle économique, si vous pouvez remettre la diapo là. Ouais. Donc, ce sont des packs. Ouais. En fait, on est en train de se structurer au fil. Mais je voulais en fait, savoir en 10 mois, si vous pouvez les remettre là, les différents prix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez défini l'ordre de prix là? alors l'ordre de prix, on s'est basé sur des. Au début, on a pris des moyennes de packs qui se faisaient sur beaucoup de business et sur beaucoup de choses différentes qui soient entendables en termes de contrepartie par les grands groupes, parce qu'on vise généralement les grands groupes. Et ça Dans nous quel sert. secteur vous avez regardé ça, mais dans quel secteur? Enfin, surtout dans l'entertainment, sur des types de contrats, que ce soit sur des industries vidéo, enfin jeux vidéo, sur ce type d'industrie. D'accord. Là, entertainment, c'est vraiment le marché au sens large, ça peut aller jusqu'au cinéma. Hein. Oui, Le marché du loisir. Donc, vous avez regardé ça et qu'est-ce que vous en avez retiré? Vous êtes dans la fourchette comment dans ces prix? On s'est calé, je pense, dans la fourchette moyenne par rapport aux contreparties. La fourchette normale, par contre, d'expérience de ce qu'on voit là, aller grappiller un partenariat à 10K, c'est déjà très compliqué. Oui. Les 25 et 40K, on n'arrive pas, pour vous le partager, à montrer la plus-value qu'il y aurait, par exemple, entre un premier partenariat à 10 et à 25. On n'arrive pas à avoir cet impact qui fait qu'ils vont mettre 2,5 fois plus que le 10K par rapport aux apports 2,5 fois supérieurs. De ce fait, vous montrez les 4 typologies de packaging de vente au même niveau, mais votre effort commercial, il va se concentrer sur quelle typologie de clients et quelle action commerciale vous comptez mener, puisque ce ne sera certainement pas la même que pour aller voir un ambassadeur, un mentor, un partenaire ou un adhérent. Ben pour le moment, on utilise chacun, on va dire, nos réseaux proches et on prospecte sur nos réseaux proches sans forcément parler de partenaires, mentors et ambassadeurs de la même manière. C'est peut-être une erreur. On va les chercher de la même manière et les packs qu'on construit, c'est on prend beaucoup de lignes, si je reprends le tableau d'avant, on prend beaucoup de lignes et on compose un petit peu à la carte. Et suivant la composition, aujourd'hui, vous avez qu'un an et vous avez peu de réalisations, ce qui est logique, d'autant l'année que nous venons de passer. Il me semble que c'est plus complexe de convaincre un grand compte de mettre 40 000 € aujourd'hui sur une société qui n'est même pas une société, une association sans référence, que d'aller modérer et des petits comptes pour créer de la dynamique. Enfin, il me semble qu'il ne faudrait pas les aborder de la même façon, mais c'est ce que je pressens de l'extérieur. C'est un secteur que je connais très mal. Néanmoins, l'approche, je pense, commerciale de vos différentes cibles clients potentiels, puisque vous êtes une asso, donc je pense ne peut pas s'approcher de la même façon parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes et ils n'ont pas les mêmes intérêts. Alors, si je comprends bien, là, vous séparez, par exemple, le partenaire à 10K, la manière d'aborder un partenaire à 10K que la manière d'aborder un ambassadeur à 40K, c'est ça? Et oui, parce que ce n'est pas le même engagement financier, on est bien d'accord. Donc, le retour n'est pas le même. Tout à fait, on est plutôt d'accord. Et de la même manière, un adhérent à 150 € n'est déjà pas le même qu'à 3 000. Mais pourquoi pas? On pourrait dire que… mais arriver avec beaucoup d'énergie et une liste à l'après-vert, excusez-moi du terme, mais de dire voilà ce qu'on peut vous proposer pour 40 000, je pense que c'est un peu complexe aujourd'hui, et ce n'est pas le fait que ce ne sera pas faisable, mais complexe parce que vous n'avez pas l'assise suffisante par rapport, parce que vous ne parlez pas, mais il y a d'autres personnes qui font ça aujourd'hui. Qui font le même type de prestations que nous? Voilà. Sur même peu structuré à l'heure actuelle en France. Oui, mais peut-être qu'en France, mais peut-être qu'il y a des boîtes européennes qui le sont. Oui, il y a des boîtes européennes qui le sont. Très bien, je pense qu'en UK, il y en a. Oui, il y en a, bien sûr. Et je pense, voilà, et peut-être aller regarder comment ils fonctionnent. Ouais. Et c'est peut-être une voie d'apprentissage pour
ne pas forcément réinventer la roue, mais bien voir comment ils travaillent et quelle typologie de marketing ils mettent en place, quelle stratégie commerciale ils mettent en place, quelle cible ils ont, quels influenceurs ils ont dans leur… parce que je pense que ça joue vachement aussi, ça. Enfin, C'est clair. ça, je pense que 2 jours, 5 jours, 8 jours… Enfin, vous voyez, c'est un peu abstrait pour aujourd'hui, pour signer 40 000. Tout à fait. Donc, peut-être la conclusion de ça, c'est de concentrer vos efforts sur ce qui a déjà marché, c'est-à-dire que vous avez déjà, et c'est formidable, des adhérents, et bien continuer sur cette ligne-là, sur ce qui est le plus accrocheur en ce moment, quoi, avec les moyens que vous avez aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Alors, d'un point de vue purement pragmatique, c'est vrai que quand on rentre en partenariat, c'est l'équivalent de, on va dire, 50 adhérents. Donc, je comprends ce que vous dites. Si je comprends bien, on continue à mettre l'effort à avoir des adhérents, à faire rentrer des adhérents dans le tout venant. On regarde ce qui se fait ailleurs, parce qu'au final, c'est vrai que tous ces gros contrats français, ben, ils ne passent pas par nous, et pourtant, il n'y a personne en France qui les fait. Mais parce que la filière n'est pas structurée. Oui. Donc, effectivement, il y a l'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de concurrence, mais le désavantage, c'est que vous êtes sur un marché très jeune et très innovant, très jeune, et qu'il faut évangéliser. Ça, c'est très long à faire. Il y en a d'autres qui ont connu ça. Oui. Okay. Et donc, du coup, il faut aller et chercher des informations et peut-être afficher que vous avez pour l'instant adhérents partenaires et construire une offre sur mesure pour les ambassadeurs une fois que vous aurez pu… Je pense qu'on tend vers ça, oui. Là, vous les globalisez comme les autres. Et je trouve que c'est une offre sur mesure à 40 000 qui, autant adhérents partenaires, les partenaires, pourquoi pas les mettre sur la même ligne. Enfin, Amandine, je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait d'accord, d'autant que la valeur ajoutée, apportée et perçue va dépendre de la force de la communauté aussi par derrière. Oui. Donc, je pense que déjà constituer un vivier d'adhérents avec des forces vives, des personnes engagées qui vont se faire les premiers ambassadeurs, même si, entre guillemets, c'est des petits adhérents, et continuer à créer une communauté. D'ailleurs, au passage, Rodolphe, je veux bien des chiffres sur l'étendue de la communauté aujourd'hui. Et une fois que vous aurez le public, l'audience nécessaire, allez voir des plus gros sponsors. Mais effectivement, chaque chose en son temps. Du coup, si je peux vous partager par rapport à cette histoire de s'asseoir et d'être connu, reconnu, notre première année, ça a été vraiment dans ce but-là. On travaille très concrètement avec des joueurs de l'équipe de France de rugby, avec vous avez la photo en haut à gauche, handballeurs professionnels du FC Barcelone, Ligue 1 de football. Il y a beaucoup de synergies en fait sport e-sport que l'on peut faire. Les ambassadeurs, on les a. On a juste à appuyer sur le bouton. On veut juste bien appuyer sur le bon bouton pour les activer. En tout cas, on est prêt. Oui, on est prêt, la communauté. Qu'est-ce que vous appelez appuyer sur le bon bouton en fait? Quelle est l'attente? Vous êtes en attente de quoi? Je pense, par exemple, sur des ambassadeurs particuliers qui sont identifiés chez nous, pouvoir les activer pour qu'eux viennent très concrètement sur un rendez-vous client à 40K poser un regard complémentaire au nôtre. Oui, mais et quelqu'un qui qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui? Oui. On ne veut pas se rater. Non, mais j'entends. Mais donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se rater? C'est une bonne question. Je pense que ça mérite réflexion. On peut toujours attendre très longtemps. Le problématique d'attendre trop pour la perfection et de se dire je ne vais pas me rater, c'est quelqu'un vous passe devant. Et même si il est un petit peu moins bien propre sur lui, il vous passe devant quand même. Peut-être qu'il faut élaborer une stratégie marketing avec vos ressources actuelles qui sont déjà fortes. Moi, je trouve que vous avez des moyens de réfléchir à créer de la communauté, comme dit Amandine, en créant une stratégie digitale. Enfin, je pense qu'il faut créer une stratégie d'influence digitale avec les moyens du bord, mais c'est tout à fait réalisable avec la communauté que vous avez et les ambassadeurs, en tout cas de nous, et les ressources que vous avez aujourd'hui. Parce que sinon, vous allez attendre très très longtemps. Oui. Parce que ça sera, vous ne serez jamais satisfait. Vous allez toujours trouver que ce n'est pas prêt. Et c'est normal, ça ne le sera jamais. D'accord. Donc, moi, je pense que vous avez de quoi le faire. Vous seriez tout seul.
bon, on partirait de loin, mais vous n'êtes pas seul. Donc, vous êtes à temps partagé, très nombreux à travailler. Il faut essayer de mener une réflexion de stratégie digitale avec des gens. En plus, vous êtes dans un environnement où vous allez trouver des compétences qui peuvent vous guider pour mener à bien une stratégie digitale d'influencing marketing, par exemple. Il nous reste 5 minutes, hein, je vous coupe juste. Et on a des questions du côté du chat. Mathilde qui demande, en regardant le site, je ne comprends pas les avantages à devenir membre de l'asso. Alors, voilà. Merci. Les avantages à devenir membre de l'asso. Alors, c'est pas déjà, c'est des sociétés plutôt. Hein, c'est pas des personnes individuelles que l'on recherche. Hein. C'est vraiment des structures. Et pour une structure, l'avantage, c'est déjà accéder à toute la veille sur le marché e-sport et du conseil pointilleux. Je veux me lancer dans l'e-sport, ben, comment je fais, par où je m'y prends. Accéder à un réseau. Le réseau e-sport français, on l'a. Demain, vous voulez lancer quelque chose dans l'e-sport en France, vous pouvez passer par nous. Bon, ouais, il faut je vous interromps. La question de Mathilde, c'est qu'elle n'a pas dû percevoir cette information sur votre site. Si elle avait perçu que vous avez le réseau français de l'e-sport, ouais, je ne serais pas à poser la question. Bon. Je ne sais pas, Mathilde. Mais... C'est bon, j'ai compris. Je pense que c'est l'information telle qu'elle est… C'est le message qui est mal transmis, ouais. Parce que le site, on ne l'a pas forcément trop mis à jour. Ouais. Vous le savez, mais peut-être que la transmission d'informations sur votre site n'est pas claire. Donc, il y a un boulot marketing pour aller au modèle économique, en fait. Si vous voulez, tout est lié. Et aujourd'hui, il y a annoncé pléthore de partenaires, de clients. C'est l'ambition, pourquoi pas. Et puis, voilà, mon conseil, il est plus dans ça, c'est de travailler le marketing pour arriver au modèle éco. Ouais. Merci. On a une autre question de Yannick qui dit quels sont les événements que vous avez organisés visibles du public autour de l'e-sport? Que l'on a ou que l'on va? Je pense que tu peux dire les deux. Les deux que l'on a organisé lors du premier confinement un tournoi Fortnite à but caritatif. Hein, tous les fonds ont été reversés aux hôpitaux de Paris. On organise très régulièrement des webinaires hein, avec des thématiques différentes et variées. Sport, e-sport et performance, innovation, tendance et financement dans l'e-sport. Là, vraiment, allez sur notre LinkedIn, tapez l'agence e-sport ou sur notre Twitter, vous avez toutes les infos. On participe à des co-constructions de forums pro et à venir d'autres webinaires, des shows e-sport. J'ai parlé d'un Zénith dans 2 ans. Pour l'année prochaine, on est en train de travailler pour Toulouse sur un projet de casino barrière, là où vont des humoristes, une salle de 1000 places, mais ça dépendra des conditions sanitaires. Voilà. Que ça réponde bien. Moi, c'est bon. Ça, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Je crois que... Moi, merci beaucoup, déjà. Merci beaucoup. J'ai juste ça à rajouter. C'est très précieux. Quelle structure entreprise vous dites? Vous allez créer une holding, mais une holding, ce sera quoi? Non, à terme, on se projette si ça se structure de plus en plus, si on commence à recruter, on créera une holding. Financièrement, il y a des aides auxquelles on ne peut pas avoir accès en tant qu'association. Quel statut? Une SAS. Ok. Et vous savez déjà qui sera fondateur au capital? Pas encore. D'accord. Mais on a certains membres qui souhaitent. Voilà. C'est des discussions. Mais réfléchissez, c'est votre projet, donc réfléchissez à la structuration de la société avec les valeurs que vous voulez lui donner et des gens que vous voulez avoir auprès de vous au démarrage. Mais il n'est jamais trop tôt, je crois. Oui, je pense aussi. Merci. Et juste pour finir sur le chat, il y a Mathilde qui suggère de mettre un onglet événements sur votre site et peut-être, pourquoi pas, offrir des avantages à vos membres sur ces événements. Bon, Mathilde, tu me contactes et on en discute. Voilà, merci. On va avoir des liens encore plus chers grâce au café entre le public et les startups. Mathilde Perrault de Budit, hein, qui est très forte en e-marketing aussi, il faut le souligner. Écoute, merci pour cette présentation, Rodolphe. On va passer à Bastien. Donc là, on va passer d'un thème à un autre, hein, de l'e-sport qui est très peu connu en France, qui commence à arriver à se développer. Hein, on a vu qui est très très développé en Corée et qui arrive en France de plus en plus. À un thème beaucoup plus ancré dans notre culture, puisque la nourriture, la food, c'est quand même quelque chose de bien
français quand même, on va le dire, et qui ne s'est jamais demandé qu'est-ce qu'on va faire à manger à midi ou qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir, etc., etc., etc. Ben, c'est un peu le sujet de Planimil. Donc, Bastien va pouvoir commencer dès que Dès Jessica est prête. que tu commences à parler, Bastien, je lance le chrono. Bon, parfait. Bonjour à toutes et à Allez, tous. Bastien, t'es prêt? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Bastien. Le jour, je suis Technical Leader à la Mobile Factory de Soprasteria et la nuit, à côté de mon travail, ça fait 2 ans que je travaille sur Planimil, une application de liste de courses 2.0 qui va vous aider à mieux manger. Aujourd'hui, je suis ravi d'être ici. Je tiens à remercier les Cafés Connectés pour cette belle opportunité de challenger l'idée, le produit et d'essayer ensemble de trouver une façon de monétiser Planimil. Trêve d'introduction, pour vous parler de Planimil, j'ai envie de vous parler d'une belle histoire d'amour. Pour ça, on va revenir quelques années dans le passé, on va se remettre à la période où j'étais étudiant, je me nourrissais principalement de chips à l'époque. J'avais des priorités bien définies, faire la fête, voir des copains, et puis j'ai rencontré la fille, celle avec laquelle je partageais le restant de mes jours. Elle s'appelle Laura, et quand on s'est mis ensemble, on a eu envie de faire plus. On s'est mis à faire du sport, de la méditation, du yoga, à réfléchir sur nous. Et on s'est mis à essayer de mieux manger. Et justement, mieux manger, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Ça faisait plusieurs années qu'on essayait sans vraiment y arriver, et on s'est mis à en parler autour de nous. Et là, on a réalisé qu'en fait, presque tout le monde essayait de mieux manger. Pour la santé, pour la planète, pour le goût, pour le budget, pour les petits producteurs locaux. Mais que la plupart des gens n'y arrivaient pas parce que c'était trop compliqué, et de temps en temps parce que ça coûtait un peu cher. À ce moment-là, je me suis mis à me renseigner sur une méthode qui s'appelle la planification de repas. C'est assez simple, hein, on prend une feuille de papier et on note dans un coin ce qu'on va manger lundi midi, lundi soir, mardi midi, etc., etc. Et dans un autre coin, on note par repas les ingrédients dont on a besoin pour cuisiner le plat. C'est une méthode qui est géniale parce qu'elle nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on va manger sur la semaine et donc de mieux l'équilibrer et d'avoir une liste de courses avec exactement ce dont on a besoin et de limiter le gaspillage. Cette méthode, elle a beau être géniale, pour l'avoir essayée, c'est un vrai casse-tête à gérer sur un bout de papier avec notre quotidien. Et là, je me suis dit qu'il y avait forcément une application pour m'aider. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, alors j'ai créé Planimil. Une application toute simple. On lui donne les recettes que l'on compte planifier pendant la semaine et elle nous génère automatiquement une liste de courses triée par rayon à laquelle il ne nous reste plus qu'à ajouter en famille les denrées non alimentaires. Le dentifrice, les éponges, ressources clés du confinement, le papier toilette. Et si l'application a démarré avec 2 utilisateurs, Laura donc et moi, aujourd'hui, elle fait boule de neige, elle a bien grandi, elle a été mise en avant sur l'App Store, la presse locale l'a relayée, on a eu les remerciements de la mairie de Toulouse pour ce projet, et une communauté de presque 30 000 utilisateurs s'est formée autour de l'application, qui ont réussi à créer presque 60 000 recettes. Et tous les mois, c'est environ 35 000 ingrédients qui sont rayés de la liste de courses Planimil au total. Et le fait de voir que ça marche, moi, ça marche au-delà de tous mes rêves et ça me donne envie de continuer. Je suis en train de travailler d'arrache-pied sur une version Android qui va rejoindre la version iOS qui est déjà publiée d'ici quelques mois. Puisqu'on a notre liste de courses, j'ai aussi envie d'avoir un bouton pour pouvoir commander ces courses, que ça soit en livraison ou sur un drive. Et j'ai aussi 1 million d'idées sur de la gamification pour rendre plus ludique l'équilibrage des repas ou sur du social pour partager et découvrir des recettes. Mais pour réussir à faire tout ça, il va falloir qu'à un moment, Planimil arrive à rapporter un peu d'argent, ne serait-ce que pour assumer ses coûts de fonctionnement. Et pour gagner de l'argent, j'ai réfléchi à quelques options. Les 2 premières, le revenu viendrait de l'utilisateur, soit via de la publicité ou via de l'abonnement. Mais j'ai peur que ça dégrade un peu l'expérience ou alors de me priver d'une partie de ma base utilisateur avec un abonnement qui réserverait à certains utilisateurs les fonctionnalités les plus avancées. J'ai aussi réfléchi à me tourner vers les personnes qui vendent des recettes, la presse culinaire pour ne pas la nommer, où on pourrait proposer de beaux services dans un journal, il y a un QR code, on le scanne et toutes les recettes sont importées dans Planimil pour être utilisées. Ce serait une belle plus-value pour un journal, mais aujourd'hui, le marché de la presse est un petit peu en difficulté et j'ai peur qu'on ne trouve pas les bonnes opportunités. Et l'idée qui me trotte le plus en tête en ce moment, pour être honnête, c'est d'essayer de faire des partenariats avec les drives. Le drive est un marché qui est en pleine expansion, où la concurrence est féroce et où le fait d'utiliser Planimil pourrait différencier un drive par rapport à un autre en amenant de nouveaux utilisateurs, en proposant de nouvelles fonctionnalités ou simplement en les aidant à mettre en avant certains produits que eux ont besoin de placer. Mais
pour réussir à négocier ce genre de partenariat. Je sais que certains concurrents ont réussi à le faire, mais moi, j'avoue que je ne sais même pas quoi demander ni comment trouver les contacts pour le demander. C'est là-dessus que je vais conclure. J'espère que vous aurez plein de remarques pour challenger l'idée, pour challenger le produit et peut-être même pour réussir à m'aider à le monétiser. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Bastien. Merci. Bravo Bastien. pour ce Allez. projet et sa concrétisation. Alors, j'ai pas mal de retours. Déjà, pour commencer, un chiffre. Donc, tu nous annonces 29 000 utilisateurs. Est-ce que tu peux nous dire combien de ces utilisateurs se connectent et barrent les ingrédients chaque semaine? Chaque semaine, on est entre 500 et 700 en ce moment, et sur des périodes, par exemple sur la nouvelle année ou quand on est relayé dans les médias, on monte à un peu plus de 1000. D'accord. Bon, c'est déjà très intéressant. Alors tout d'abord, effectivement, par rapport à tes modèles, le drive, c'est ce qui semble le plus compliqué à mettre en place. Et en même temps, tu as aujourd'hui le potentiel en termes de communauté, donc de crédibilité pour y aller. Est-ce que tu connais la startup Flymenu? Ah, non, pas du tout. Alors, Flymenu, en fait, ils sont sortis de terre il y a 2-3 ans. Et leur métier, c'est de justement faire cette connexion. Alors, je ne saurais pas t'en dire plus au niveau technique, mais en tout cas, ils font la connexion entre les éditeurs de recettes. Ils bossent notamment avec 750 grammes et les drives. Donc, ça vaut le coup de les contacter. Peut-être qu'ils auraient la brique dont tu as besoin. Oui, Parce effectivement, c'est une brique que je pensais avoir à construire. Parce qu'effectivement, aller voir chaque drive avec ton bâton de pèlerin, ça risque d'être un petit peu compliqué, d'autant que tes utilisateurs, même s'il y en a 1000 par semaine, ils ne vont pas tous commander chez Carrefour. Donc, tu vas devoir aller voir chaque distributeur de manière indépendante, sachant qu'ils n'ont pas tous le même système de drive entre les franchisés, les indépendants, etc. etc. Je retiens le contact de Flymenu, très utile. Et ensuite, est-ce que tu as pensé aux recettes sponsorisées, donc qui s'apparentent à du marketing d'influence? De proposer à quelqu'un qui vend des recettes d'aller mettre en avant ses recettes dans l'application? Alors, plutôt à quelqu'un qui vend des produits. Je pense aux grands groupes agroalimentaires, les Fleury Michon, les Herta. C'est des gens qui J'avais la même réflexion. Ils font déjà ça avec Marmiton 750 grammes. J'avoue que j'y ai pensé, mais ça me paraissait encore plus difficile à mettre en place que les drives. Mais ce serait techniquement, ce serait facile à faire. Oui. Et ça me plairait trop de pouvoir le faire parce que c'est un projet perso, ça me ferait trop plaisir de me dire, tiens, Fleury Michon te sert de mon application. C'est surtout que vous leur faites de la publicité et donc c'est comme ça qu'ils travaillent sur les canaux de com. Donc en fait, vous leur servez. C'est comme ça, Amandine, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, moi, je vous remercie pour cette présentation. Vous travaillez sur ce projet depuis combien de temps? Alors, ça fait… Mais je n'ai pas noté depuis combien de temps vous êtes dessus. Pour la chronologie, ça fait 2 ans que je travaille dessus et l'application iOS est parue il y a 1 an et demi. Et la communauté que j'ai aujourd'hui grandit de plus en plus vite avec un budget communication total de 100 € sur les 2 ans. Je ne peux pas dire que j'ai mis 0, j'ai essayé des trucs, mais… C'est vous qui avez développé l'appli? Vous êtes développeur? Oui. D'accord. Oui. J'ai un background technique et c'est moi qui ai développé l'application iOS et qui suis en train de faire l'application Android. Et est-ce que, bon, il y a déjà pas mal de… On avait déjà vu, comment vous positionnez par rapport aux solutions existantes, par rapport typiquement à la liste de courses, voilà, c'est bien, mais est-ce qu'il y a des multicritères? Est-ce que je peux cocher ce que j'ai déjà dans mon placard avec une playlist qui est déjà faite? Est-ce que je peux orienter des menus? Les menus, ils sont inspirés de où, en fait? Alors, c'est un des critères différenciants. Les menus, l'application propose une base de menus, mais quand j'ai fait mes tests, en fait, on a tous nos recettes à nous. Et on a envie de pouvoir se servir de nos recettes à nous ou au moins de pouvoir modifier les recettes existantes
Et c'est ça que Tanimil propose. On peut créer sa recette, on dit les ingrédients qu'il y a dedans, et quand on la planifie, pour répondre à la première question, on nous donne tous les ingrédients dont on a besoin et on enlève directement, avant d'ajouter à la liste des courses, tous les ingrédients qu'on a déjà. D'accord, très bien. Entendu. Et donc, les modèles économiques, donc là, pour l'instant, vous créez la communauté, quoi. Vous travaillez toujours à côté. Parce que là, vous songez à basculer, elle n'est pas créée, l'entreprise, c'est créé ou pas? L'entreprise n'est pas créée et pour être totalement franc, hein, quand j'ai créé l'application, j'ai donc dit à Laura, que je viens de vous présenter, imagine si un jour il y a 2000 ou même 5000 utilisateurs. Bon, depuis, ça a un peu dérivé et là, je commence à me poser des questions. D'accord. Vous pourriez envisager de… C'est pour ça que vous étudiez la possibilité de modèle économique, si on pourrait trouver un modèle économique. Alors, moi, je me retourne vers Amandine parce qu'elle est quand même très spécialisée là-dedans pour savoir est-ce qu'à partir de quand une monétisation de communauté pourrait commencer à ramener des menus euros, sachant que nous, on a une entreprise à Montpellier qui pourrait vous intéresser, qui s'appelle Social Race et qui fait de la monétisation de micro-influenceurs, en fait, donc n'importe qui de nous, par exemple, qui avons même 500, 1000 ou je ne sais pas, contact sur Instagram, et bien, si on veut participer à une campagne de communication, on va récupérer des petits euros sur le nombre de fois qu'on a posté, qu'on a liké la campagne. Ça pourrait être sur votre app, par exemple. Et ça, c'est très abordable pour les petites sociétés. Je vous donnerai le nom. Effectivement, je suis preneur aussi du contact. Le Instagram après, est je laisse suivi plus par Amandine 1200 sur la personnes. question de la communauté, gestion de communauté. Enfin, parce que là, je pense que moi, le coup avec les marques, je pense que c'est tout à fait jouable. Hein, ils sont en recherche de ça. Ils peuvent saupoudrer sur plein de petits comptes. Enfin, je pense. Mais je ne sais pas comment ça peut marcher. Alors, déjà, donc, par rapport aux marques, il y a en fait des agences effectivement qui sont spécialisées dans la micro-influence. Donc, vous pouvez les utiliser sur les deux faces, c'est-à-dire pour aller trouver des micro-influenceurs, donc effectivement des personnes qui ont, voire des nanos, qui ont moins de 1000 abonnés, voire moins de 3000, 5000 sur Instagram, qui vont parler de Planimil, de leur utilisation, pour effectivement pas très très cher, voire gratuitement. D'ailleurs, je vous invite à contacter pour Montpellier l'association Teamblog, qui a quelques micro-influenceurs et qui sera en mesure de vous aider. Et puis, de l'autre côté, donc côté marque, en fait, vous êtes un influenceur pour les marques, pour les grands groupes de l'agroalimentaire. Et puis ensuite, contacter des personnes comme Marion Mach, Sylvain Zaffaroni du blog Pour Nourrir Demain. Je vous donnerai les références dans la conversation. Ensuite, donc, par rapport à la taille de la communauté, franchement, chapeau, parce que construire ça en un an, ça montre qu'il y a quand même une certaine traction sur le marché. Entre 500 et 700 utilisateurs hebdomadaires, c'est vraiment pas mal. Et en plus, comme vous avez un boulot à côté, alors même si je comprends que vous avez envie de monétiser très vite, vous avez un petit peu le temps. Moi, je pense que la pub peut être une bonne solution. Alors, je comprends ce que vous avez dit, que ça peut détériorer l'expérience utilisateur, certes. Alors, j'avais les mêmes peurs sur mes blogs, notamment mon blog Les Plaisirs 5, qui a aujourd'hui presque 5 ans, qui fait à peu près 500 visites journalières. J'avais très peur d'y mettre de la pub. J'ai franchi le pas et aujourd'hui, j'en suis très contente. Donc, c'est 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Et ça va vous permettre d'aller plus loin et peut-être de financer une première prestation avec une agence d'influence. Génial. Merci beaucoup pour tous les contacts, du retour d'expérience aussi. Et en fait, je me rends compte à vous entendre parler qu'il y a peut-être autre chose. Pour moi, de la publicité, c'était forcément passer par du Google AdMob, qui est une publicité qui n'est pas forcément très pertinente. Et en fait, non, ce qui est pertinent, c'est d'aller soi-même chercher les bonnes personnes à mettre en avant et négocier les contrats. Je vous parle de publicité, alors je ne sais pas trop comment ça marche sur une application mobile, mais en tout cas sur un site web, Google AdSense permet de faire des choses pas mal et assez personnalisées en fait. Finalement, vous pouvez choisir le degré
de le niveau de présence de publicité. Donc, voir ce que vous êtes prêt à insérer sur votre site, sachant que quand vous allez sur des tas d'applications, vous avez de la pub, les médias c'est pareil, et on lit quand même les articles, on consulte quand même les contenus. Donc aujourd'hui, l'utilisateur est habitué à cette pub-là. Oui, on est très habitué, et en particulier sur des sites pour les particuliers comme Pinterest, il y a de plus en plus de pubs, mais finalement, effectivement, on est, voilà, elle est en transparence. Cécile, tu parles de Pinterest, ça m'évoque énormément de choses. Pinterest, juste, alors on n'a pas le temps on n'a pas encore parlé de votre stratégie digitale. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais soyez présents sur Pinterest. C'est un vecteur en tout cas de référencement naturel et de trafic qui est aujourd'hui sous-exploité, mais qui a un immense potentiel, puisque Pinterest n'est pas qu'un réseau social, c'est aussi un site qui a une grosse influence et qui est très, très utilisé, notamment sur les sujets food. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà présent. Donc, justement, c'est pour ça que j'ai un grand sourire. C'est que je l'avais réfléchi et je m'étais dit, je ne sais pas du tout si ça marche. N'hésitez plus. Donc, je me suis concentré sur Instagram et donc, j'ai trouvé ce que je vais faire demain matin. On a des questions du côté du chat. Il y a Yannick qui demande s'il serait possible de prendre une commission sur le panier en l'affichant de manière transparente aux consommateurs. C'est ce que j'ai réfléchi au départ, à la base, quand j'ai créé l'application. Je me suis dit que c'était ce que j'allais faire. Et si on veut prendre une commission sur le panier, il y a deux façons de le faire. La première, c'est d'encaisser l'utilisateur, nous, et ensuite d'aller payer le drive, où là, du coup, on se place en intermédiaire et ça me paraît très compliqué parce que si jamais il y a un problème pour récupérer la commande, l'utilisateur va se retourner vers nous et ça va être là on devient monsieur problème. De signer un partenariat avec un drive et j'espère qu'un jour je pourrai le faire, mais je pense que pour réussir à signer ce genre de partenariat, il faut avoir les épaules un peu plus musclées que les miennes. Ok. Il y a Claude aussi qui propose, peut-être qui dit comme le but est la santé, pourquoi pas élaborer les recettes avec un diététicien ou des professionnels qui pourra apporter du crédit à l'application. Tout à fait. C'est une des voies que j'aimerais beaucoup explorer dans les mois qui arrivent. Et justement, pour réussir à commencer à contacter des diététiciens, j'aimerais avoir un peu plus de poids, un peu plus de crédibilité et avoir une stabilité financière au moins pour que les coûts annuels, les coûts annuels, il y a 100 € qui partent chez Apple pour publier l'application et quelques euros qui partent tous les mois pour soutenir les utilisateurs, soient à peu près équilibrés à l'année. Parfait. Et enfin, la dernière question, c'est Priscilla qui nous dit qu'il est également possible d'effectuer une liste de courses sur d'autres applications et des recettes sélectionnées, par exemple, sur Thermomix. Alors, quel serait l'atout de Planning et en quoi vous vous différenciez? En fait, sur des applications comme Thermomix ou comme Joe, on est limité aux applications qui sont proposées justement par Thermomix ou par Joe. Là où moi, dans mon utilisation de tous les jours, j'ai une recette qui s'appelle l'omelette aux chips que tout le monde trouve atroce, mais que je continue à faire. Et si je veux pouvoir gérer toute ma nourriture, j'ai besoin d'avoir ma recette d'omelette aux chips. Et si vous ne l'avez jamais goûté, goûtez l'omelette aux chips avec une sauce tomate, c'est délicieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Le contact, copiez-le sur Zoom parce qu'après, ça disparaîtra. Si génial. Avant de quitter la conférence. N'hésitez pas à le contacter. N'hésitez pas à le regarder et le contacter de ma part pour discuter avec lui. Il est très, très sympa et voilà, il est en construction de sa société aussi. Donc, dans ces moments-là, il y a de l'échange intéressant qui se fait quoi qu'il arrive. Parfait, je ferai alors. Merci beaucoup du contact. Voilà, ben moi, je pense qu'on a, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Vu le stade d'avancement où on est, on vous a déjà donné beaucoup d'informations et de pistes. Après, vous allez être noyés. Je vois Pauline qui… Vas-y, Cécile, pardon, excuse-moi. Oui, juste, peut-être que pour avancer, tester des concours d'entrepreneuriat pour voir si ça vaut le coup de vous lancer à un moment donné.
par rapport à votre sensibilité aussi. Hein. Bien sûr, il faut que vous ayez envie de transformer, mais il ne faut pas que vous ayez de regrets à ne pas le faire. Donc, pour voir, n'hésitez pas à tester auprès de concours d'entreprise, des choses comme ça, pour voir un peu comment sort votre projet, quelles aides vous pourriez commencer à avoir autour de vous. Et effectivement, même ne serait-ce que pour l'expérience de le faire, ça me ferait très envie. Ça fait partie des choses où je recherche maladroitement pour essayer d'en trouver. Je pense que je réussirai à en trouver avec Internet. Ah oui, arrangez-vous sinon. Enfin, allez sur leur site, enfin, regardez les incubateurs de Toulouse quand même, ils doivent avoir de l'info. Sur le site Madines, il y a tous les concours aussi, en général. Après, sur les choses plus locales, sur votre ville, sur la métropole, c'est pas très compliqué. Il y a toujours le CIC qui fait des concours. Je sais pas. Vous devriez trouver. Vous avez aussi. C'est ça. Déjà là, il y a plein à Toulouse, vous avez aussi le Starter, qui est un programme de pré-incubation porté par la mêlée, avec Mathias Estagno, qui sera d'excellents conseils. Ah ben voilà, très bien. Génial. Merci beaucoup pour tous les contacts et tous les bons conseils qui sont donnés. Je prends, c'est très précieux. Super, j'ai l'impression, ça a été hyper actif, c'est toujours hyper actif hein, sur le chat. Là. Futurapolis aussi à Toulouse, dit Mathilde. Pauline parle de Fréchy aussi, qui sont présents à Toulouse. Il y a plein de choses hein, au fur et à mesure, comme quoi c'est des sujets qui parlent. J'avais dit, hein, c'est culturel. La food en France, c'est culturel, ça parle à tout le monde. Tout le monde mange plusieurs fois par jour et donc du coup, automatiquement, c'est passionnant. Mais écoute, tu peux, Rodolphe, tu peux toquer à la Cité des startups à Toulouse aussi. Cité startup à Toulouse. Et bientôt l'e-sport, et Mathilde, bientôt l'e-sport sera aussi culturel en France. Eh oui, bien sûr, de plus en plus. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est que on peut aborder un sujet qui est hyper nouveau en France, comme l'e-sport, ou un sujet très traditionnel qui est depuis toujours en France, hyper étendu, enfin dans notre étendard, dans notre culture et compagnie. Et ben on a toujours des sujets qui sont transversaux après entre les entreprises. Et donc du coup, c'est toujours hyper intéressant d'écouter, puisque les conseils qu'on donne ou qui ont été donnés à Planning Mill ou à l'agence e-sport, en fait, peuvent être réutilisés sur plein d'autres boîtes. D'ailleurs, dans le chat, au fur et à mesure, même on m'a demandé s'il allait avoir un replay. Effectivement, oui, il va avoir un replay, donc vous allez pouvoir le partager puisque ce sera sur la chaîne YouTube de Bureau & Co. Et vous avez déjà aussi les autres cafés connectés qui sont en ligne en replay. Donc, si vous voulez vous inspirer, avoir des retours, réfléchir aux questionnements qu'on peut avoir sur chaque projet et les stratégies, les contacts, les idées d'axe. Voilà, on a parlé de plein de choses au démarrage. Bastien et Rodolphe étaient venus pour challenger leur modèle économique. On a parlé de stratégie commerciale, on a parlé de voir ce qui se passait à l'international, on a parlé aussi de partenariats, de voir que finalement, on peut toujours faire utiliser des micro-influenceurs ou être nous-mêmes micro-influenceurs, travailler avec les grands groupes, etc. C'était encore très, très riche. Donc vraiment, moi, je suis encore ravi d'avoir pu assister à ça, d'avoir animé ce café connecté. C'est le 5e. C'est le dernier de l'année, donc on va se revoir l'année prochaine. Mais en attendant, franchement, moi, ce que je vous dis, c'est vous pouvez partager, continuer comme ça. Bastien, Rodolphe, je pense que vous avez plein d'outils maintenant pour développer vos projets, vos side projects et tout ça. Merci beaucoup, Cécile, d'être venue. Merci beaucoup de m'avoir fait de te joindre à nous. Merci, Amandine, aussi, d'avoir apporté tes lumières à nos deux startups. Le pouce de Rodolphe, nickel. Et ce que je vous invite à faire, c'est à nous rejoindre aussi sur le groupe Facebook des Cafés Connectés. Comme ça, vous pourrez continuer à échanger sur ces sujets-là. Et on a de plus en plus de membres au fur et à mesure des cafés qui se rejoignent là-dessus. Et on pourra en plus, à ce moment-là, partager le replay sur ce groupe. Il sera encore accessible sur YouTube. Et donc, je vous invite, si vous regardez ce replay, à le partager à vos contacts. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était très riche. Et à l'année prochaine. Très joyeuse fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir. Merci à tous et à toutes.